La cuisine sentait le café brûlé et le mensonge. Je me tenais sur le seuil de ma propre maison, les sacs de course alourdissant mes deux bras, écoutant ma femme rire, ce rire aigu et théâtral qu'elle réservait à son cercle d'amis. Elle ne m'avait pas entendu entrer. La porte latérale du garage s'ouvre sans bruit. Elle l'a toujours fait. 5 minutes, a dit Jennifer. C'est tout ce qu'il faudrait. 5 minutes pour trouver quelqu'un de mieux. Les femmes autour de notre table de cuisine ont éclaté, non pas en protestation, mais en signe d'approbation. S'il te plaît, a dit la blonde, Mélissa quelque chose, mariée à ce type de la finance. Tom n'arrive même pas à se souvenir de baisser la lunette des toilettes. Tu mérites une mise à niveau, Jen. Je reconnais les deux autres. Paula du cours de yoga de Jennifer, une brune avec des mèches coûteuses, et Christine, la rousse qui travaillait dans le même cabinet dentaire que ma femme. Leurs alliances captaient la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre que j'avais installée moi-même il y a 3 ans. Vous êtes toutes terribles, a dit Jennifer, mais elle souriait. Qu'est-ce que vous feriez si je le faisais vraiment? On t'applaudirait, a dit Christine à voix haute. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez, et appuyez sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. J'ai posé les courses par terre. Pas jetées, posées avec soin. De la manière dont on manipule quelque chose quand ses mains ne semblent plus attachées à son corps. Paula s'est penchée en avant. Est-ce que ça concerne encore comment il s'appelle, du club de sport? Derek. Jennifer a prononcé son nom en l'étirant, comme s'il s'agissait d'un chocolat de luxe. Il m'a demandé d'aller boire un verre la semaine dernière. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Tu y es allé? Les yeux de Mélissa se sont écarquillés. Non, pas encore. Jennifer a remué son café. Mais j'y pense. Je veux dire, qu'est-ce que Michael m'offre vraiment? La stabilité financière. S'il te plaît, je gagne mon propre argent. La compagnie. Il est enfoui dans son téléphone la moitié du temps. L'attention physique. Elle a laissé cette phrase en suspens dans l'air. Ma belle, tu mérites quelqu'un qui te voit, a dit Paula. Quelqu'un qui t'apprécie, a ajouté Mélissa. Quelqu'un qui te fait te sentir désiré. A terminé Christine. Jennifer a hoché la tête lentement. Exactement. 5 minutes sur n'importe quelle application de rencontre et j'aurais 50 mecs qui m'enverraient des messages. 5 minutes pour remplacer 12 ans comme s'ils n'avaient jamais existé. 12 ans, 3 mois et 16 jours. Mais qui comptait? J'ai ramassé les courses. Mes mains étaient stables. Ça m'a surpris. Je suis entré dans la cuisine comme si je venais d'arriver, comme si je n'avais rien entendu, comme si mon monde ne venait pas de basculer sur le côté. Salut, ai-je dit. J'ai pris les trucs pour le dîner. 4 visages se sont tournés vers moi. Le sourire de Jennifer n'a pas faibli. Merci, chérie. On avait juste une conversation entre filles, j'ai entendu. J'ai commencé à déballer. Le lait dans le frigo, le pain sur le comptoir, le poulet dans le tiroir du bas, chaque chose à sa place. Ça avait l'air intéressant. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Tu as entendu combien? La voix de Jennifer avait maintenant un ton tranchant. Assez. J'ai fermé la porte du frigo, je me suis tourné pour leur faire face. J'ai entendu parler de Derek, des 5 minutes, de la facilité avec laquelle on peut me remplacer. Mélissa a attrapé son sac à main. Paula a soudainement consulté son téléphone. Christine a trouvé quelque chose de fascinant dans sa serviette. Ne partez pas à cause de moi, ai-je dit. J'ai en fait une question. La mâchoire de Jennifer s'est crispée. Michael, juste une question. Je les ai regardées chacune à leur tour. Mélissa ne voulait pas croiser mon regard. Le visage de Paula était devenu pâle. Christine était déjà debout. Vous trois, vous pensez toutes que me remplacer est une si bonne idée. Vous encouragez toutes cela, alors je suis curieux. J'ai laissé la pause s'étirer. Approuvez-vous qu'elle me remplace par vos maris? Le silence qui a suivi avait un poids. Une gravité. Le sac à main de Mélissa est tombé par terre. La bouche de Paula s'est ouverte, s'est refermée,
puis s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. Le visage de Christine est passé du rose au blanc, puis au rouge en environ 3 secondes. Quoi? Jennifer s'est levée si vite que sa chaise a raclé le carrelage. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone. Je leur pose une question simple. Si elles pensent que tu devrais me remplacer, je suppose qu'elles sont d'accord pour que tu le fasses avec Tom. J'ai fait un signe de tête vers Melissa. Ou Greg, le mari de Paula, ou Ryan. Celui de Christine. Ce n'est pas. C'est complètement différent, a balbutié Melissa. Vraiment? J'ai gardé une voix égale et calme. La façon dont on parle quand on explique quelque chose d'évident à un enfant. Vous venez de dire à ma femme qu'elle mérite une mise à niveau, que je suis remplaçable, qu'elle devrait poursuivre ce qu'elle veut. Vos maris sont-ils hors limite, ou suggérez-vous réellement qu'elle poursuive d'autres hommes mariés? Parce que Derek du club de sport, il est marié aussi. Tu as mentionné cette partie, Jen? Le visage de Jennifer était devenu blanc comme un linge. Tu savais? A chuchoté Paula. Je sais beaucoup de choses. J'ai rangé mon téléphone. Derek Thompson est marié depuis 6 ans. Sa femme Amanda vient d'avoir leur 2e enfant il y a 4 mois. Un type génial avec qui ma femme pourrait aller boire un verre, n'est-ce pas? Vraiment un choix de qualité. Christine était déjà à la porte. Je devrais y aller. Ouais, ai-je dit, vous devriez. Vous toutes. Et peut-être réfléchir à ce que vous ressentiriez si les collègues de vos maris leur disaient que vous remplacer prendrait 5 minutes. S'ils l'encourageaient à poursuivre d'autres femmes. S'ils pensaient que vous étiez si jetable. Elles ont fui. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Melissa a ramassé son sac à main par terre et a pratiquement couru. Paula a marmonné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Christine n'a même pas pris la peine de trouver une excuse. La porte d'entrée s'est refermée, puis le silence. Jennifer se tenait de l'autre côté de la cuisine, agrippant le dossier de sa chaise. Tu n'avais pas le droit de faire ça. De faire quoi? Poser une question. De m'humilier devant mes amis? Tes amis viennent de passer 20 minutes à te convaincre de me tromper avec un homme marié. Mais c'est moi le problème ici. Elle s'est détournée, a commencé à débarrasser les tasses de café. Tu ne comprends pas. C'était juste des paroles en l'air. On n'était pas sérieuse. Quelle partie n'était pas sérieuse? La partie où tu as dit que j'étais facile à remplacer? La partie où tu as parlé de Derek comme s'il était une option viable? Ou la partie où 3 femmes mariées t'ont encouragé à faire exploser notre mariage et la famille d'une autre femme? Les tasses ont cliqueté quand elle les a posées dans l'évier. Je n'ai pas dit que j'allais faire quoi que ce soit. Non, tu as juste dit que tu y pensais. C'est beaucoup mieux. Arrête. Sa voix s'est brisée. Juste, arrête. J'ai déballé le reste des courses en silence. Chaque chose avait une place. Tout rentrait quelque part, contrairement à moi, apparemment. J'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit finalement. Est-ce que c'était juste des paroles en l'air ou as-tu déjà été avec lui? Mon Dieu, Michael, réponds à la question. Non, je n'ai rien fait avec Derek ou qui que ce soit d'autre. Mais tu veux le faire? Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. J'ai fini avec les courses, plié les sacs réutilisables, les ai accrochés au crochet près de la porte. 12 ans de mémoire musculaire routinière. Je vais dans la chambre d'amis. J'ai besoin de réfléchir. Michael, pas maintenant, Jennifer. Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis passé devant elle, j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre d'amis qui sentait encore la peinture de l'été dernier, quand nous l'avions refaite. Ensemble, en équipe. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Christine. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas pour la femme de Derek. S'il te plaît, ne dis pas à Ryan ce que j'ai dit. Un autre texto. Melissa cette fois. Tom ne peut pas savoir pour aujourd'hui. S'il te plaît. Nous avons 2 enfants. Puis Paula. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû l'encourager. S'il te plaît, garde ça entre nous. J'ai regardé les messages. 3 femmes, toutes soudainement très préoccupées par leur propre mariage.
toutes espérant désespérément que je garderais le silence. J'ai éteint mon téléphone et je me suis allongé sur le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond que j'avais peint en blanc coquille d'œuf parce que Jennifer avait dit que ça aurait l'air propre et moderne. 5 minutes pour me remplacer. Je leur donnerais bien plus que ça. Je leur donnerais exactement ce qu'elles avaient demandé. Le matin est arrivé trop tôt et trop lumineux. J'avais dormi peut-être 2 heures, mon esprit tournant en boucle sans fin sur cette conversation de cuisine. Chaque mot mémorisé maintenant, gravé dans ma mémoire. Jennifer était déjà levée quand je suis descendu. Elle avait fait du café. Le mien était posé sur le comptoir dans ma tasse habituelle. Une offrande de paix ou de la culpabilité. On doit parler, a-t-elle dit. Ouais, on doit. J'ai pris le café. Il était exactement comme je l'aimais. Crème, un sucre. 12 ans à connaître la commande de café de quelqu'un. Mais pas maintenant. Je dois aller au travail. Michael, tu ne peux pas simplement éviter ça. Je n'évite rien. Je réfléchis. J'ai attrapé mes clés sur le crochet. Cette chose que tu n'as clairement pas faite avant de décider que j'étais jetable. Ce n'est pas juste. Je me suis arrêté à la porte, me suis retourné vers elle. Elle avait l'air fatiguée. Bien. Ce qui n'est pas juste, c'est d'écouter ta femme dire à ses amis que te remplacer prend 5 minutes. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir qu'elle envisageait une liaison avec un homme marié dont la femme vient d'avoir un bébé. Ce qui n'est pas juste, c'est 3 femmes assises à notre table agissant comme si notre mariage ne signifiait rien. Ce sont mes amis. De drôles d'amis. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Mon camion, un Ford F-150 que j'avais acheté d'occasion il y a 5 ans, a démarré au premier essai comme il l'a toujours fait. Entretien régulier, soins, attention, toutes ces choses qui, apparemment, n'avaient pas d'importance quand il s'agissait de mariage. Le trajet jusqu'au chantier de construction a duré 20 minutes. Je suis chef de projet pour un constructeur résidentiel de taille moyenne. Nous étions en plein milieu du développement d'un lotissement, 16 maisons à différents stades d'achèvement. Du bon travail, stable, pas glamour, mais honnête. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. D'autres messages. Je les ai ignorés. Le chantier était déjà animé quand je suis arrivé. Mon contremaître, Jacques, m'a fait un signe depuis les fondations de la maison 7. Salut, patron. On a un problème avec l'inspecteur de la plomberie. J'ai passé les 3 heures suivantes à régler des problèmes de permis, une livraison de béton qui devait arriver à 8 heures et qui s'est présentée à 10 heures, et un sous-traitant qui avait réussi à monter un mur à 4 pouces du centre. Le chaos normal. Ça faisait du bien. Des problèmes tangibles avec des solutions tangibles. Vers midi, mon téléphone a sonné. Pas un texto, un appel de Tom, le mari de Mélissa. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. Allô, Michael. La voix de Tom était tendue. On doit parler maintenant. Je suis au travail. Je m'en fiche. Mélissa est rentrée en pleurs hier. Elle ne veut pas me dire ce qui s'est passé, mais elle n'arrête pas de dire ton nom, alors je te le demande directement. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je me suis éloigné du chantier vers mon camion. Est-ce qu'elle t'a parlé de la conversation chez moi hier? Non, c'est ça le problème. Elle ne veut rien me dire. Alors peut-être que tu devrais demander à ta femme pourquoi elle encourageait la mienne à me tromper. Silence à l'autre bout. Puis quoi? Ta femme, avec Christine et Paula, a passé l'après-midi d'hier à dire à Jennifer que me remplacer prendrait 5 minutes. Elles l'ont encouragée à poursuivre un homme marié de son club de sport. Elles lui ont dit qu'elle méritait mieux. Elles ont validé chaque impulsion de faire exploser notre mariage. Alors quand j'ai demandé si j'approuvais que Jennifer me remplace par leur mari, ouais. Les choses sont devenues inconfortables. Plus de silence. Une respiration lourde. Tom, tu es toujours là? Est-ce que Mélissa, est-ce qu'elle a spécifiquement dit à Jennifer de me tromper avec moi? Non. Mais elle lui a dit de tromper. Point. Et quand j'ai fait remarquer que la logique fonctionnait dans les deux sens, elle est soudainement devenue très préoccupée par son propre mariage. Mon Dieu. Ouais. Bienvenue dans ma journée d'hier. La voix de Tom a baissé. C'est à propos de Derek, n'est-ce pas? Ma main s'est crispée sur le téléphone.
Tu es au courant? Mélissa l'a mentionné, a dit que Jennifer parlait d'un type du club de sport. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Mélissa a fait comme si Jennifer se plaignait juste. Se plaindre, c'est se plaindre que je laisse mes chaussettes par terre. Ça, c'était de la planification. Je dois y aller, a dit Tom. Je dois parler à Mélissa. Bonne chance avec ça. Il a raccroché. Je suis resté près de mon camion, à regarder les nuages traverser le ciel. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Le cabinet dentaire où Jennifer travaillait. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai écouté le message. Michael, c'est le docteur Patterson. Le patron de Jennifer. J'ai besoin de vous parler d'une affaire délicate. Veuillez me rappeler dès que vous en aurez l'occasion. C'est important. C'était intéressant. Je l'ai rappelé. Docteur Patterson, c'est Michael. J'ai eu votre message. Michael, merci d'avoir rappelé. Il semblait mal à l'aise. Un malaise professionnel. Je vous appelle parce que Christine est venue me voir ce matin, très contrariée. Elle m'a dit qu'il y avait eu un incident impliquant Jennifer hier. Quelque chose à propos d'une conduite inappropriée sur le lieu de travail. Mes sourcils se sont haussés. Inappropriée? Comment ça? Christine prétend que Jennifer a utilisé son temps de travail pour s'engager dans des communications personnelles de nature romantique avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Elle m'a fourni des relevés téléphoniques qui montrent des appels et des textos personnels excessifs pendant les heures de travail. Elle craint que cela ne viole notre politique de normes professionnelles. Christine était en train de sacrifier Jennifer pour se sauver. Intéressant. Docteur Patterson, j'apprécie que vous me disiez cela, mais pourquoi m'appelez-vous moi au lieu de régler ça en interne? Parce que Christine a spécifiquement mentionné que cela implique un homme marié dont la femme vient d'avoir un enfant. Elle s'inquiète de la responsabilité. Si cet homme était impatient ou s'il y a un lien avec le cabinet, nous pourrions faire face à de sérieux problèmes. J'ai besoin de savoir si vous êtes au courant de la situation et si vous avez l'intention de prendre des mesures qui pourraient affecter le cabinet. Traduction, est-ce que j'allais les poursuivre en justice? Je n'ai pas l'intention d'intenter une action en justice contre votre cabinet, ai-je dit prudemment. Mais j'apprécierais de savoir ce que vous découvrirez. Ce n'est pas approprié, docteur Patterson. Ma femme a apparemment eu une liaison émotionnelle, planifiant peut-être une liaison physique avec les encouragements de votre employé, Christine. Je pense que nous avons dépassé le stade de ce qui est approprié, ne croyez-vous pas? Il est resté silencieux un moment. Je vais mener une enquête. Si je trouve des violations de notre politique, il y aura des conséquences. Je voulais vous prévenir à l'avance parce que Jennifer est une excellente hygiéniste, mais la conduite personnelle compte. Je comprends. Merci pour l'appel. J'ai raccroché et je me suis appuyé contre mon camion. Le bruit du chantier s'est estompé en un bruit de fond statique. Jennifer pourrait perdre son emploi à cause de ça. Christine venait d'utiliser la politique du lieu de travail comme une arme pour se protéger et punir Jennifer pour la révélation d'hier. Les dominos tombaient plus vite que je ne l'avais prévu. Au moment où je suis rentré à la maison ce soir-là, 3 autres choses s'étaient produites. Premièrement, le mari de Paula, Greg, m'avait appelé. Contrairement à Tom, il était en colère. Il m'a accusé de semer la zizanie dans son mariage. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de mettre des idées dans la tête de Paula sur ce qu'elle avait fait. Je lui avais demandé de quelles idées il s'agissait, et il m'avait raccroché au nez. Deuxièmement, Derek du club de sport avait apparemment entendu quelque chose. Il avait envoyé un message à Jennifer. Je le savais parce qu'elle avait laissé son ordinateur portable ouvert et la notification était apparue à l'écran. On devrait parler. Ça c'est compliqué. Troisièmement, le docteur Patterson avait suspendu Jennifer en attendant l'enquête. Elle était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Pas de café, pas d'amis, juste elle et une bouteille de vin déjà à moitié vide. Ils m'ont viré, a-t-elle dit. Suspendu, pas viré. C'est la même chose. Elle s'est versé un autre verre. Christine leur a tout dit. Elle a fait comme si je menais une liaison pendant les heures de travail, utilisant les téléphones du bureau, violant la vie privée des patients. Rien de tout ça n'est vrai. Mais tu envoyais des textos à Derek pendant le travail.
Des textos personnels sur mon téléphone personnel pendant les heures de travail. Et alors? Tout le monde fait ça. J'ai tiré une chaise, je me suis assis en face d'elle. Tout le monde ne le fait pas en planifiant de tromper son conjoint avec un homme marié. Elle a tressailli. Tu ne vas vraiment pas laisser tomber, n'est-ce pas? Laisser tomber, Jennifer. Tu ne t'es même pas excusée. Tu as été sur la défensive et en colère depuis que je suis tombé sur cette conversation. Tu n'as pas dit une seule fois que tu étais désolé. Tu n'as pas expliqué pourquoi tu as dit ce que tu as dit. Tu as juste agi comme si j'étais déraisonnable d'être contrarié. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Très bien. Je suis désolé. Désolé d'avoir dit quelque chose que tu n'étais pas censé entendre. Désolé que tes sentiments aient été blessés. Désolé que ton ego ne supporte pas l'idée que je ne te trouve peut-être pas parfait. Ce ne sont pas des excuses. C'est me blâmer en mettant désolé devant. Elle a claqué son verre sur la table. Qu'est-ce que tu veux de moi, Michael? Tu veux que je rampe, que je supplie ton pardon? J'ai dit quelque chose de stupide avec mes amis. Je n'ai rien fait de concret. Tu t'es émotionnellement désengagé de notre mariage. Tu as envisagé l'idée de me remplacer. Tu as communiqué avec un autre homme d'une manière qui a franchi les limites. Tu as laissé tes amis te convaincre que notre relation ne signifie rien. Ce sont toutes des actions, Jennifer. Tu les as faites. Alors, et maintenant? Tu vas me punir. C'est ça? Tu m'as fait suspendre de mon travail pour te venger? Je ne t'ai pas fait suspendre. C'est Christine qui l'a fait, parce que tu l'as mise mal à l'aise quand j'ai fait remarquer qu'encourager ta liaison pourrait affecter son propre mariage. Elle s'est protégée. C'est de ta faute, pas de la mienne. Le téléphone de Jennifer a vibré. Elle l'a attrapé, a lu quelque chose, et son visage est devenu encore plus pâle. Quoi? Ai-je demandé. Mélissa. Tom l'a confrontée à propos d'hier. Elle lui a tout dit. Maintenant, il se demande si elle a été fidèle. Il exige de voir son téléphone, ses messages, tout. Elle est furieuse contre moi. Intéressant. Intéressant. Michael, les mariages de mes amis s'effondrent. Non, leur mariage était déjà fragile. Cela n'a fait que l'exposer. Mélissa ne paniquerait pas à l'idée de montrer son téléphone à Tom s'il n'y avait rien à cacher. Pareil pour Paula. Pareil pour Christine. Elles ont peur parce qu'elles savent qu'elles ont fait des choses que leurs maris ne doivent pas savoir. Tu n'en sais rien. Vraiment? Christine t'a sacrifié pour se protéger. Le mari de Paula m'a appelé en colère parce qu'apparemment, le simple fait de lui poser des questions sur hier a provoqué une énorme dispute et Mélissa n'explique pas à Tom pourquoi elle est si contrariée. Rien de tout cela ne crie au mariage parfaitement sain. Jennifer a mis sa tête dans ses mains. C'est un cauchemar. Ouais, c'en est un. Bienvenue dans ce que j'ai ressenti hier. Elle a levé les yeux vers moi et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la défensive dans ses yeux. De la peur, peut-être de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on va faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Je suis encore en train de digérer le fait que ma femme pense que je suis si remplaçable. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. J'étais frustré. Je suis frustré depuis un moment. Tu travailles tout le temps, tu es toujours fatigué. On ne se parle plus. Pas vraiment. On ne fait plus rien ensemble. Je me sentais invisible. Alors au lieu de m'en parler, tu as parlé à tes amis de me remplacer. Oui. Non, je ne sais pas. Elle s'est frotté le visage. Je ne pensais pas clairement. Elle n'arrêtait pas de me dire que je méritais mieux, et je voulais les croire. Je voulais me sentir à nouveau désiré. Par Derek. Il flirtait avec moi. C'était agréable. Est-ce si terrible de vouloir se sentir attirante? De vouloir que quelqu'un me voie? Je te vois, Jennifer. Non, tu vois la personne qui fait ton café, qui s'occupe de la maison et qui partage les factures. Tu ne me vois pas, moi. Je me suis adossé, cette déclaration frappant plus fort que je ne voulais l'admettre. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif,
mais ça ne justifie rien de tout ça. Si tu étais malheureuse, on aurait dû parler, aller en thérapie, y travailler. Au lieu de ça, tu as commencé à chercher des sorties. Je ne cherchais pas de sortie. 5 minutes. C'est ce que tu as dit. 5 minutes pour remplacer 12 ans. Elle n'avait pas de réponse à ça. Mon téléphone a vibré. Tom de nouveau. J'ai répondu. Michael, je dois te parler en personne ce soir. C'est important. J'ai regardé Jennifer. Elle m'observait, la tension dans chaque ligne de son corps. Où? Ai-je demandé. Ce bar sur Fletcher Street, celui près du bureau de construction. Tu peux me retrouver là-bas dans 1 heure? Ouais, j'y serai. J'ai raccroché. Jennifer était déjà debout. Tu vas voir Tom? Il me l'a demandé. Pour parler de moi, de Melissa? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Elle a attrapé mon bras alors que je me levais. Michael, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. J'ai regardé sa main sur mon bras. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, Jennifer. C'est toi. Toi et tes amis. Maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. Je me suis doucement dégagé et je me suis dirigé vers la porte. Le bar s'appelait Murphy S., un endroit de bois sombre et de laiton qui attirait à la fois les ouvriers du bâtiment et les employés de bureau. Tom était déjà là, assis dans une banquette au fond avec ce qui ressemblait à un whisky devant lui. Je me suis glissé en face de lui. De près, il avait l'air terrible, les yeux rouges, les cheveux en désordre, la chemise froissée. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a pris une gorgée, a posé le verre avec précaution. « Melissa et moi nous séparons. Je ne m'attendais pas à ça. » À cause d'hier? À cause de tout ce que hier m'a fait regarder en face. Il a fixé son verre. Après t'avoir parlé, je suis rentré tôt, j'ai dit à Melissa que je devais comprendre ce qui s'était passé chez toi. Elle s'est effondrée, a commencé à pleurer, à s'excuser, en disant qu'elle avait fait de terribles erreurs. Quel genre d'erreur? Elle a une liaison depuis 6 mois avec un type de son club de sport. Il a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Un autre club que celui de Derek, un autre type, mais la même histoire. Elle se sentait négligée. Il lui prêtait attention. C'est juste arrivé. Mon estomac s'est noué. Tom, je suis désolé. Ne le sois pas. Si tu n'avais pas posé cette question hier, je ne l'aurais jamais su. J'aurais continué à vivre dans l'ignorance, pensant que tout allait bien. Elle a seulement avoué parce qu'elle était terrifiée que je le découvre d'une autre manière. C'est pour ça qu'elle tenait tant à ce qu'hier reste secret. Ouais. Et voilà le truc. Christine le savait. Paula le savait. Elles savaient toutes que Melissa avait une liaison. Elles se couvraient les unes les autres. C'est ce qu'était vraiment le petit groupe de soutien de ta femme. Un complot pour s'entraider à tromper. Le barman est venu. J'ai commandé une bière que je ne voulais pas. Paula avouer aussi? Ai-je demandé? Je ne sais pas encore, mais Greg m'a appelé il y a 1 heure. Il voulait savoir si Melissa avait dit quelque chose à propos de Paula. Apparemment, Paula agit étrangement depuis hier. Sur la défensive, cachant son téléphone. Il est suspicieux maintenant. Et Christine, je n'ai pas eu de nouvelles de Ryan, mais Christine est celle qui a lancé l'enquête au cabinet dentaire, n'est-ce pas? Elle se protège, ce qui me fait penser qu'elle a quelque chose à protéger. Ma bière est arrivée. J'ai pris une longue gorgée. Tom s'est penché en avant. Voici pourquoi je voulais te voir. Je demande la séparation. Melissa déménage ce week-end. Mais avant de le faire, je dois savoir. Vas-tu te battre pour ton mariage? Je ne sais pas. Parce que si tu le fais, tu devrais savoir à quoi tu as affaire. Ce n'était pas juste des paroles en l'air, Michael. Ces femmes se sont mutuellement encouragées dans leur liaison, se sont soutenues, se sont couvertes. Ta femme n'a peut-être encore rien fait avec Derek, mais elle prenait cette direction, et ses amis allaient l'aider à le cacher. Comment sais-tu que Jennifer n'a pas déjà trompé? Je ne le sais pas. Mais Melissa jure que Jennifer ne l'avait pas encore fait. Elle a dit que Jennifer n'était que parole jusqu'à récemment. C'est pourquoi elle l'encourageait si fort hier. Elle voulait qu'elle le fasse enfin,
qu'elles rejoignent leur petit club. J'ai reposé ma bière, nauséeux. Un club? C'est comme ça que Mélissa l'a appelé. Elle a dit que ça a commencé comme des séances de défoulement. Puis Christine a avoué une liaison, puis Mélissa. Ensuite, elles ont commencé à s'aider activement, à se couvrir, à créer des alibis. C'était systématique. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu mérites de savoir à quoi tu as affaire avant de prendre des décisions. Et parce qu'une partie de moi veut les voir toutes faire face aux conséquences. Mélissa a détruit notre famille. Christine a aidé, Paula a aidé, et ta femme était la suivante sur la liste. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute. Le bruit du bar remplissait l'espace. Des conversations, des rires, le tintement des verres, des gens normaux ayant des soirées normales. Qu'est-ce que tu vas faire? A finalement demandé Tom. J'ai besoin de preuves, ai-je dit. Si je dois prendre des décisions concernant mon mariage, j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Mélissa m'a donné son téléphone, chaque message, chaque email, tout. Il y a des preuves de toutes leurs conversations, de leur planification, de leur coordination. Si tu veux, je peux te transférer les parties pertinentes concernant Jennifer. Fais-le. Il a sorti son téléphone, a commencé à taper. Ça va faire mal. Je te préviens. Ça fait déjà mal. Mon téléphone a vibré. Des pièces jointes. Des captures d'écran. J'ai ouvert la première. C'était une conversation par texto entre Mélissa et Jennifer datant de 3 semaines. Mélissa, Derek t'a déjà invité à sortir? Jennifer, pas encore, mais il me regarde. Je le sens. Mélissa, fais le premier pas. La vie est trop courte. Jennifer, et si Michael le découvre? Mélissa, il ne le découvrira pas, fais-moi confiance, on est prudente. Tu le seras aussi. J'ai fait défiler d'autres messages. Christine intervenant avec des conseils sur la façon de cacher les appels téléphoniques. Paula recommandant des hôtels qui ne posaient pas de questions. Jennifer participant pleinement, posant des questions. Planifiant. Le dernier message datait d'il y a 2 jours. Jennifer, Derek a enfin demandé. Un verre jeudi soir. Mélissa, oui. Tu le fais. Jennifer, je crois que oui. Je suis fatigué d'attendre que ma vie s'améliore. Christine, tu le mérites. Va être heureuse. Jeudi, c'était demain. J'ai levé les yeux vers Tom. Elle a un rendez-vous avec lui demain. Avait. Je suppose que Derek s'est retiré une fois que les choses se sont compliquées. Pourtant, elle prévoyait d'y aller. Oui, elle le prévoyait. Tom a fini son whisky. Je suis désolé, mec. Vraiment. Qu'est-ce que Mélissa a dit quand tu lui as montré ses messages? Qu'elle essayait d'être une bonne amie. Qu'elle ne pensait pas que c'était si grave? Que Jennifer avait besoin de soutien. Il a reniflé. Du soutien, ouais. Elle la conditionnait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Jennifer appelait. J'ai refusé l'appel. Tu rentres à la maison ce soir? A demandé Tom. Finalement. Tu veux un conseil? Ne la confronte pas avec ça tout de suite. Mets de l'ordre dans tes affaires d'abord. Parle à un avocat. Sécurise tes finances. Assure-toi d'avoir des copies de tout. Ensuite, décide de ce que tu veux faire. C'est ce que tu as fait? Non. J'ai confronté Mélissa immédiatement. Grosse erreur. Ça lui a donné le temps de supprimer des choses, de préparer des histoires, de trouver son propre avocat. Fais-le intelligemment, pas émotionnellement. J'ai hoché la tête lentement. Merci pour ça, pour l'information. On est dans le même bateau maintenant. Autant s'entraider à naviguer. Nous nous sommes serrés la main. Il est parti le premier. Je suis resté là pendant encore 20 minutes, regardant ces messages sur mon téléphone, les relisant encore et encore, essayant de trouver une autre interprétation, un moyen qu'il ne signifie pas ce qu'il signifiait de toute évidence. Il n'y en avait pas. Jennifer avait prévu de me tromper demain avec Derek. Ses amis avaient encouragé chaque étape. Elles avaient fait en sorte que cela paraisse normal, raisonnable, justifié. 5 minutes pour me remplacer. Elle ne plaisantait pas.
Elle faisait son marché. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un hôtel à 5 km de notre maison, un Holiday Inn Express avec petit déjeuner et Wi-Fi gratuit. J'ai envoyé un texto à Jennifer pour lui dire que j'avais besoin d'espace pour réfléchir et que je la recontacterais demain. Elle a répondu immédiatement. S'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. J'ai éteint mon téléphone et je me suis allongé sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond, traitant l'information, planifiant. Tom avait raison. Je devais être intelligent à ce sujet. Les réactions émotionnelles menaient à des erreurs. J'avais besoin d'informations, de stratégies, de moyens de pression. Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate. Elle s'appelait Catherine Brennan. Elle m'avait été chaudement recommandée par un type que je connaissais du secteur de la construction qui avait vécu une séparation difficile. Son bureau était au centre-ville, au 8e étage d'un immeuble en verre qui coûtait probablement plus cher par mois que mon prêt hypothécaire. Merci de me recevoir si rapidement, ai-je dit. Catherine avait la quarantaine, des yeux perçants, un tailleur coûteux. Vous avez dit que c'était urgent. Dites-moi ce qui se passe. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, les textos, la liaison planifiée, l'implication des amis de Jennifer, la suspension professionnelle, tout. Elle a pris des notes, a posé des questions de clarification, n'a pas montré beaucoup de réactions jusqu'à ce que je mentionne les textos prouvant la coordination entre les femmes. Vous avez des copies de ces messages, a-t-elle demandé. Transférés par un autre mari dont la femme était impliquée. Comment les a-t-il obtenus? Sa femme lui a donné son téléphone lors d'une confrontation. Donc, obtenu légalement au cours de leur mariage. Bien. Elle a pris une autre note. La Virginie est un État où le divorce sans faute est la norme pour la plupart des cas, mais la faute peut affecter des choses comme la pension alimentaire. Si nous pouvons prouver une inconduite conjugale, spécifiquement l'adultère, cela renforce considérablement votre position. Elle n'a encore rien fait de physique. Du moins, je ne pense pas. Ça n'a pas d'importance. L'adultère en Virginie inclut l'intention et le comportement indiquant une liaison, même sans consommation physique. Ces textos montrent une intention claire. La rencontre prévue avec Derek pourrait être qualifiée comme telle, surtout si nous pouvons établir un schéma de communication inapproprié. Que dois-je faire? Premièrement, sécurisez vos actifs. Ouvrez un compte bancaire séparé si vous partagez vos finances. Documentez tous les biens matrimoniaux. Obtenez des copies des dossiers financiers, des déclarations d'impôts, des documents hypothécaires. Deuxièmement, ne quittez pas le domicile conjugal de manière permanente à moins d'y être absolument obligé. Partir peut affecter votre droit à la propriété. Troisièmement, documentez tout à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque interaction, les dates, les heures, les témoins si possible. Et les autres femmes, celles qui encourageaient cela. Catherine s'est adossée à sa chaise. C'est plus délicat. Nous ne pouvons pas les poursuivre pour aliénation d'affection. La Virginie ne reconnaît plus ce délit. Mais leur témoignage pourrait être précieux si cela va en procès, surtout celle qui a fourni les messages. Si leur mariage se dissolve aussi, elle pourrait être disposée à témoigner sur la coordination et la planification. Et la suspension de Jennifer de son travail? Complication intéressante. Si elle est licenciée, cela affecte sa capacité de gain, ce qui affecte les calculs de pension, mais cela démontre également un mauvais jugement et potentiellement une inconduite professionnelle. Une arme à double tranchant. Nous pouvons l'utiliser, mais nous devons faire attention à la manière de le faire. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes. Elle m'a donné une liste de documents à rassembler, d'actions à entreprendre. Ses honoraires de provision étaient de $5000, que j'ai payé avec une carte de crédit qui m'a fait mal à l'estomac. Encore une chose, a-t-elle dit alors que je me levais pour partir. Êtes-vous certain de vouloir mettre fin à ce mariage? Parce qu'une fois que vous commencez ce processus, il est très difficile de revenir en arrière. Les relations survivent rarement à ce niveau de manœuvre juridique. Elle prévoyait de me tromper demain soir. Ses amis l'aidaient. Elle a dit que me remplacer prendrait 5 minutes. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à sauver. Catherine a hoché la tête. Alors, assurons-nous que vous en sortiez aussi indemne que possible. J'ai quitté son bureau avec un dossier plein d'instructions et un sentiment de sinistre détermination.
C'était en train d'arriver, vraiment en train d'arriver. Mon téléphone avait 37 appels manqués, 23 de Jennifer, 6 de numéros que je ne reconnaissais pas, 8 de Tom. J'ai d'abord rappelé Tom. Où es-tu? A-t-il demandé immédiatement. Je sors juste du bureau d'un avocat. Pourquoi? Paula a avoué. Greg m'a appelé il y a 1 heure. Elle a aussi une liaison. Un autre type, mais le même schéma. Il demande la séparation. Ça fait 3 mariages en moins. Et Christine? Ryan m'a appelé il y a 20 minutes. Il veut nous rencontrer tous les deux ce soir. Il dit qu'il a des informations sur elles toutes. Toutes? Ces mots. Tu peux être là à 19h? Même bar. J'y serai. Michael, prépare-toi. Je pense que c'est plus gros que ce que nous pensions. Il a raccroché avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire. J'ai passé l'après-midi à suivre la liste de Catherine, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, transféré la moitié de nos économies, biens communautaires, légal à faire, rassemblé les documents financiers, fait des copies de tout. Vers 16h, Jennifer a recommencé à envoyer des textos. Michael, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. J'ai besoin que tu rentres à la maison. On doit parler. Tom a dit à Melissa que vous vous étiez vus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'a-t-il montré des messages? Ils ont été sortis de leur contexte. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, n'abandonne pas. Le dernier est arrivé à 18h. J'ai annulé avec Derek. Je n'y vais pas. Je te choisis. Est-ce que ça ne veut rien dire? Cela aurait pu signifier quelque chose il y a 2 jours, avant que je ne sois au courant de la planification, de la coordination, de la tromperie systématique. Maintenant, ça signifiait juste qu'elle avait peur. Ryan était déjà au bar quand Tom et moi sommes arrivés. Il avait l'air pire que Tom, mal rasé, les yeux creux, les mains tremblant légèrement alors qu'il sirotait une bière. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que nous nous asseyions. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Tom a dit que tu avais des informations, ai-je dit. Sur elles toutes. Ryan a sorti une tablette, l'a posée sur la table. Christine ne savait pas que j'avais accès à son stockage cloud. Nous partageons un compte pour les photos de famille. Il s'avère qu'elle sauvegardait ses messages, tout. Il a tapé sur l'écran, a ouvert un dossier. Ce sont 2 ans de conversation entre Christine, Melissa, Paula et Jennifer, plus d'autres femmes de leur cercle. Tout est là. Liaison, histoire de couverture, recommandations d'hôtel. Elles ont même une feuille de calcul partagée. Une feuille de calcul? La voix de Tom était plate d'incrédulité. Ryan l'a affiché. C'était un code couleur. Des lignes pour chaque femme, des colonnes pour les dates, les lieux, les dépenses, les alibis, croisés avec les horaires de travail de leur mari. Elles ont transformé l'adultère en un plan de projet, ai-je dit. Ouais, Christine a commencé. Elle a eu une liaison il y a 3 ans avec un type de son club de sport. Ça a duré environ 6 mois. Elle a documenté tout ce qui fonctionnait, tout ce qui ne fonctionnait pas. Ensuite, elle a partagé la méthodologie avec les autres. Ryan a fait défiler la feuille de calcul. Voyez le code couleur. Vert signifie rencontre réussie. Jaune signifie alerte. Rouge signifie a dû annuler. Elle suivait tout. Tom fixait l'écran comme s'il pouvait le mordre. Melissa est là-dessus depuis 18 mois. Paula a des entrées d'il y a 14 mois, a ajouté Ryan. Et regardez la colonne des notes. Elles font référence aux situations des unes et des autres, donnent des conseils, avertissent des comportements suspects des maris. J'ai trouvé le nom de Jennifer. Sa première entrée datée d'il y a 6 semaines. Contact initial avec cible. Cadre du club de sport. Réponse positive. Cible. Elle avait appelé Derek une cible. Les entrées suivantes documentaient leur conversation, ses réponses, l'escalade progressive, la planification de la rencontre de jeudi. Il y a 9 autres femmes dans cette feuille de calcul, a dit Ryan. 9 autres en plus de Christine, Melissa, Paula et Jennifer. Toutes mariées, toutes documentant des liaisons. C'est un réseau, a dit Tom. Un réseau d'adultère organisé. C'est exactement ça, et ça empire.
Ryan a ouvert un autre dossier. Elles ont un groupe de discussion privé, appelé Club de lecture, utilisant une messagerie cryptée. J'ai pu récupérer certaines conversations de la sauvegarde de Christine. Il nous a montré les messages, des instructions sur la façon de cacher les transactions, des recommandations de téléphone prépayés, des conseils pour manipuler les services de localisation, des discussions sur les maris les plus inconscients, ceux qui devenaient suspects. Les messages de Jennifer étaient fréquents. Elle avait posé des dizaines de questions, demandé des conseils, les avait remerciés pour leur soutien. Un message de Melissa se démarquait. Tu réfléchis trop. Michael est à l'ouest. Il ne soupçonnera rien à moins que tu ne sois négligente. Suis juste le plan. Quand as-tu trouvé tout ça? Ai-je demandé à Ryan. Hier, après que Christine soit rentrée en agissant bizarrement. Elle avait peur de quelque chose. Elle ne voulait pas me dire quoi. Je suis devenu suspicieux. J'ai commencé à chercher. J'ai trouvé la sauvegarde cloud vers minuit. J'ai passé toute la nuit à la parcourir. L'as-tu confronté? Pas encore. Je voulais d'abord vous parler à vous deux. Savoir quoi faire de ces informations. Tom s'est frotté le visage. Nous devons le dire aux autres maris, ceux dont les femmes sont sur cette feuille de calcul. Ça fait 9 familles, ai-je dit. 9 mariages que nous ferions exploser. Ils sont déjà explosés. Ces mecs ne le savent juste pas encore. Tom a regardé Ryan. Peux-tu faire des copies de tout? Les anonymiser suffisamment pour te protéger? Ouais, je peux faire ça. Alors on leur dit, à tous. Ce soir si possible. Ryan a hésité. Tu es sûr de ça? Une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tant mieux, a dit Tom. Il ne devrait pas y avoir de retour en arrière après ça. J'ai pensé à Jennifer à la maison qui m'attendait, pensant qu'elle pourrait arranger ça avec des excuses et des promesses, ne sachant pas que j'avais vu la feuille de calcul, les messages, la planification systématique de sa liaison. Fais-le, ai-je dit. Il mérite de savoir. Ryan a hoché la tête et a commencé à travailler sur sa tablette. J'aurai besoin d'environ 1 heure pour tout compiler et trouver les coordonnées des autres maris. Nous nous sommes déplacés dans un coin plus calme du bar. Avons commandé de la nourriture que nous n'avons pas mangée. Avons regardé Ryan travailler. Mon téléphone a vibré. Jennifer de nouveau. Michael, j'ai peur. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît, dis-moi qu'on va s'en sortir. J'ai posé le téléphone face contre table. Elle m'envoie aussi des textos, a dit Tom. Melissa veut me voir. Elle dit qu'elle peut tout expliquer. Paula m'a envoyé un email, a ajouté Ryan, me suppliant de ne rien dire de plus à Greg, disant qu'elle a déjà tout perdu. Elles sont en mode gestion de crise, ai-je dit, essayant de minimiser ce que leur mari découvre. Trop tard, a dit Tom. Nous sommes sur le point de le maximiser. Ryan a levé les yeux de sa tablette. Ok, j'ai les coordonnées des 9 maris. Certaines des contacts du téléphone de Christine, certaines des réseaux sociaux, certaines des registres publics. J'ai créé un compte email anonyme et rédigé un message avec un lien crypté vers un dossier contenant des extraits pertinents pour chaque personne. Que dit le message? Ai-je demandé. Ryan nous l'a montré. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations sur votre femme que vous devez voir. Je ne fais pas ça pour causer du tort. Je le fais parce que j'étais dans votre situation, tenu dans l'ignorance pendant que ma femme participait à quelque chose que j'avais le droit de savoir. Les fichiers joints contiennent des preuves d'infidélité organisée impliquant votre femme et plusieurs autres femmes. J'ai vérifié toutes ces informations personnellement. Je suis désolé d'être le porteur de cette nouvelle. Vous méritez de connaître la vérité. Simple, direct, dévastateur. Envoie-le, a dit Tom. Le doigt de Ryan a plané au-dessus de l'écran. Dernière chance de reculer. Envoie-le, ai-je répété. Il a appuyé sur envoyer. 9 emails ont disparu dans le vide numérique. Chacun porteur de preuves qui détruiraient un mariage. Et maintenant? A demandé Ryan. Maintenant, on attend, a dit Tom. Et on gère nos propres situations. Mon téléphone a sonné. Pas Jennifer cette fois. Catherine, mon avocate. Michael,
je viens de recevoir un appel d'un avocat représentant Jennifer. Elle a engagé un conseil. Il demande une réunion pour discuter des termes de la séparation. Mon estomac s'est noué. Elle demande le divorce. Non, mais elle se prépare à répondre si vous le faites. C'est une démarche préventive. Intelligent, en fait. Ça montre qu'elle prend ça au sérieux. Que dois-je faire? Rien ce soir. Laissez-moi gérer la communication. Mais Michael, ça change les choses. Si elle a un avocat, elle sait quelque chose. Soyez très prudent dans ce que vous lui dites à partir de maintenant. J'ai raccroché et j'ai relayé l'information à Tom et Ryan. Elle serre les rangs, a dit Tom. Elles se sont probablement parlé, ont coordonné leurs réponses juridiques. La même chose qu'elles ont faite avec les liaisons, a dit Ryan. Système et coordination. Alors nous devons être mieux coordonnés, ai-je dit. Partager les informations, nous soutenir mutuellement, nous assurer qu'elles ne peuvent pas diviser pour mieux régner. Nous avons échangé les coordonnées de nos avocats, créé notre propre groupe de discussion. Quelle cruelle ironie. Nous avons convenu de nous revoir dans 2 jours pour comparer nos notes sur la façon dont les autres maris ont réagi aux emails. Ça va devenir moche, a dit Ryan. Vous le savez tous les deux, n'est-ce pas? C'est déjà moche, a dit Tom. On le rend juste honnête maintenant. Nous sommes partis ensemble, avons marché jusqu'à nos voitures sur le parking. La nuit était froide et claire. Des gens normaux rentraient chez eux dans des familles normales, ayant des problèmes normaux. Nous n'étions plus ces gens-là. Puis-je vous demander quelque chose, a dit Ryan alors que nous atteignions nos véhicules. Est-ce que l'un de vous aime encore sa femme? Tom a répondu immédiatement. Non, je pensais que oui. Mais ce que j'aimais, c'était la personne que je pensais qu'elle était. Cette personne n'existe pas, j'ai pensé à Jennifer. 12 ans, 3 mois, 16 jours. La façon dont elle riait aux blagues nulles, comment elle se souvenait toujours de ma commande de café, les petites gentillesses qui s'additionnaient pour former une vie ensemble. Puis j'ai pensé à la feuille de calcul, à la désignation de cibles, à la planification systématique. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi veut encore arranger ça, mais je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste de l'habitude. Ouais, a dit doucement Ryan. Je connais ce sentiment. Nous sommes montés dans nos voitures et sommes rentrés chez nous, vers nos désastres respectifs. Jennifer attendait quand je suis finalement rentré vers 23 heures. Elle était assise sur le canapé dans le noir. Pas de télé, pas de lumière sauf celle de la cuisine. Tu as engagé un avocat, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Toi aussi. Après avoir découvert que tu prévoyais de me tromper, après que tu m'aies humilié devant mes amis. Tes amis qui t'aidaient à planifier une liaison. Elle s'est levée. On peut ne pas faire ça? On peut s'il te plaît juste parler comme des êtres humains pendant 5 minutes? Bien sûr, parlons. Parle-moi de la feuille de calcul. Son visage est devenu pâle dans la pénombre. Quelle feuille de calcul? La feuille de calcul de gestion de projet avec code couleur que toi et tes amis utilisiez pour documenter vos liaisons. Celle où Derek était listé comme une cible. Cette feuille de calcul-là. Elle s'est lourdement rassise. Comment sais-tu ça? Peu importe comment. Parlement. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas. On s'organisait juste. Pour être sûr de ne pas tout gâcher. Pour être sûr de ne pas vous faire prendre. Oui. D'accord. Oui. On ne voulait pas se faire prendre. Est-ce un crime? D'être prudente. Le crime, c'est l'adultère, Jennifer. La feuille de calcul prouve juste que c'était prémédité et organisé. Elle a mis sa tête dans ses mains. Je n'ai pas couché avec lui. Je n'ai couché avec personne. Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Tu prévoyais de le faire. Planifier, ce n'est pas faire. En Virginie, c'est suffisant. Intention plus comportement égale adultère. Ton avocat aurait dû te le dire. Mon avocat m'a dit que tu allais probablement demander la séparation. Probablement. Tu vas le faire? Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Je ne sais pas encore. Je suis encore en train de digérer le fait que ma femme a systématiquement planifié de me remplacer par le mari d'une autre femme. Qu'elle s'est coordonnée avec d'autres femmes pour que ça arrive.
qu'elle a traité notre mariage comme un projet à gérer et finalement à terminer. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Explique comment des textos disant « tu le mérites, va être heureuse » à propos de ta rencontre avec Derek ne sont pas un encouragement à l'adultère. Explique comment une feuille de calcul suivant la planification de ta liaison n'est pas de la préméditation. J'écoute. Elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. J'étais malheureuse depuis longtemps. On a cessé de se connecter, d'être des partenaires. Tu travaillais toute la journée, rentrais fatigué, regardais la télé, allais te coucher. Je me sentais comme une colocataire, pas une femme. Alors, tu as décidé que la solution était une liaison. Non, j'ai décidé que la solution était de me sentir à nouveau vivante. Derek m'a fait me sentir vue. Les autres femmes comprenaient ce que je traversais. Elles étaient passées par là. Elles savaient à quel point on peut se sentir seul en étant marié. Alors tu aurais dû me le dire. On aurait pu aller en thérapie, changer les choses, y travailler. J'avais peur. Peur que tu sois en colère. Peur que ça empire les choses. Peur de réaliser que le problème, c'était nous, pas seulement les circonstances. Maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Le problème, c'est définitivement nous. Ou c'était nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un nous. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie maintenant. Je ferai tout ce qu'il faut. Et si c'est trop tard? Ça ne l'est pas. Ça ne peut pas l'être. Michael, je t'aime. Tu as une drôle de façon de le montrer. Mon téléphone a vibré. Un texto de Ryan. Les réponses arrivent. 3 des 9 maris ont répondu. Ils sont tous dévastés. 2 demandent la séparation. 1 demande plus d'informations. J'ai montré le texto à Jennifer. Ryan a envoyé les preuves aux autres maris ce soir. Ceux dont les femmes étaient sur ta feuille de calcul. Ils savent tous maintenant. Son visage est passé de pâle à cendré. Tu leur as dit. Tu leur as dit à tous? Ils méritent de savoir que leurs femmes les trompaient. Michael, certaines de ces femmes ont des enfants, des familles. Tu viens de détruire. Je n'ai rien détruit. Elles ont détruit leur famille quand elles ont décidé de tromper. J'ai juste fait en sorte que leur mari ait les mêmes informations que les amis de leur femme. Ça semble juste. Juste? Tu penses que quoi que ce soit là-dedans est juste? Non, rien de tout ça n'est juste. Ce n'est pas juste que j'ai dû découvrir ta liaison par une conversation que je n'étais pas censé entendre. Ce n'est pas juste que j'ai dû obtenir des preuves d'un autre mari trahi. Ce n'est pas juste que tu te sois organisé avec d'autres femmes pour vous entraider à tromper. Rien de tout ça n'est juste, Jennifer. Mais c'est honnête maintenant. Enfin. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas. Que veux-tu? Tu veux que je rampe, que je supplie? Dis-moi ce que je dois faire pour arranger ça. Tu ne peux pas l'arranger. C'est ce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas un problème de plomberie. Ce n'est pas quelque chose où tu t'excuses et on passe à autre chose. Tu as brisé quelque chose de fondamental. La confiance. Le respect. La présomption de base que nous étions dans la même équipe. Nous sommes dans la même équipe. Non, nous ne le sommes pas. Tu l'as bien montré quand tu as dit que me remplacer prendrait 5 minutes. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. Tu ne voulais juste pas que je l'entende. Elle a arrêté de faire les 100 pas, s'est tournée vers moi. Alors c'est ça. Tu as fini? Tu ne vas même pas essayer? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour digérer, pour savoir s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Et qu'est-ce que je suis censé faire pendant que tu y réfléchis? Ce que tu veux. C'est la beauté de la chose. Tu prévoyais déjà de faire ce que tu voulais. Maintenant, tu n'as plus besoin de te cacher. C'est cruel. Ouais, ça l'est. Mais pas aussi cruel que de créer une feuille de calcul pour suivre ton aventure. Pas aussi cruel que de me traiter comme un obstacle à contourner.
Elle a attrapé son téléphone, son sac à main. Je vais chez Christine. Je ne peux pas rester ici maintenant. Christine est peut-être occupée. Son mari a tout découvert aussi. Je m'en fiche. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui te dira que tu es la victime dans tout ça. Quelqu'un qui ne me regardera pas comme si j'étais un monstre. Elle est sortie par la porte d'entrée, ne l'a pas claquée, l'a juste fermée doucement, ce qui, d'une certaine manière, était pire. Je suis resté assis dans le salon sombre pendant un moment, j'ai pensé à appeler Catherine, à appeler Tom, à appeler quelqu'un. Au lieu de ça, je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. Demain apporterait plus de retombées, plus de conséquences, plus de morceaux de nos vies qui se briseraient. Mais ce soir, j'étais juste fatigué. Le lendemain matin a apporté le chaos. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. C'est bien Michael? Voix d'homme, tendue. Ouais. Qui est-ce? David Chen. Vous ne me connaissez pas. J'ai reçu un email hier soir à propos de ma femme. La feuille de calcul. Je me suis redressé. D'accord. C'est vrai? Tout? Les messages? La planification. C'est vrai. Mon Dieu. Il est resté silencieux un moment. Merci de me l'avoir dit. Ma femme a tout nié. A dit que c'était des mensonges. Mais j'ai vérifié sa sauvegarde cloud comme le suggérait l'email. Tout est là. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Ne soyez pas désolé. Soyez honnête. Qu'est-ce que vous faites à ce sujet? À propos de votre femme? J'y réfléchis encore. Je demande la séparation aujourd'hui. Je voulais juste que vous le sachiez au cas où nous devrions nous coordonner. Coordonner. Si ça devient public, s'il y a une attention médiatique, ces femmes ont organisé un réseau d'adultère. C'est une nouvelle. Nous devrions être préparés. Je n'y avais pas pensé. Laissez-moi vous donner les coordonnées des autres maris. Nous avons partagé des informations. Je lui ai donné les numéros de Tom et Ryan. J'ai raccroché et j'ai vérifié mes messages. 4 autres textos de numéros inconnus, tous des maris de la feuille de calcul, tous posant les mêmes questions. À cette heure, Tom avait créé un groupe de discussion avec les 9 maris nouvellement informés, plus nous 3. 12 hommes tous confrontés au même cauchemar. Tom a suggéré que nous nous rencontrions aujourd'hui. Nous tous, pour comparer nos notes et décider d'une réponse coordonnée. Les réponses sont venues rapidement. Tout le monde a accepté sauf un type qui a dit que son avocat le lui déconseillait. Nous avons convenu de 16 heures dans une salle de conférence à laquelle Tom avait accès par son travail dans la finance. Jennifer est rentrée vers 10 heures. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Christine devait être ravie de la voir. On doit parler, a-t-elle dit. J'ai une réunion à 16 heures. Avec qui? Les autres maris. Nous coordonnons nos réponses. Michael, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas transformer nos vies privées en une sorte de croisade. Privée. Jennifer, il y avait 13 femmes impliquées là-dedans. 13 familles affectées. Ça a cessé d'être privé quand c'est devenu un réseau. Ce n'était pas un réseau. On était juste des amis qui se soutenaient. Qui soutenaient les liaisons des unes et des autres. Ça s'appelle de la coordination. Ça s'appelle un complot. Ton avocat devrait vraiment t'expliquer ça. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Paula m'a appelé ce matin. Greg a demandé la séparation. Elle est dévastée. 2 enfants et il les lui enlève. Il ne les lui enlève pas. Il obtient la garde. C'est différent. Tu ne comprends pas ce que ça fait. La famille de Melissa est détruite. La famille de Christine est détruite. Maintenant celle de Paula. Et pourquoi? Parce que tu es en colère. Parce que vous avez toutes menti, trompé et vous êtes entraînés à le faire. Les actions ont des conséquences. Ce ne sont pas juste des conséquences. C'est de la vengeance. Non, la vengeance serait de rendre ça public, de faire des conférences de presse, de tout dire à ton employeur, à la femme de Derek. Je n'ai rien fait de tout ça.
J'ai juste fait en sorte que les personnes qui méritent de connaître la vérité la connaissent réellement. Tu vas le dire à la femme de Derek. Pourquoi? Tu prévoyais de détruire sa famille de toute façon. Quelle différence fait le timing? Le téléphone de Jennifer a sonné. Elle l'a regardé, l'a mis en silencieux. C'est encore mon avocat. Elle dit que je dois arrêter de te parler sans sa présence. Probablement un bon conseil. Michael. Elle a tendu la main sur la table, a essayé de prendre la mienne. Je me suis reculé. Michael, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne détruis pas tout. On peut encore arranger ça. Nous tous, si seulement tu arrêtes. Je ne peux pas arranger ce que je n'ai pas cassé. Et toi non plus. C'était cassé au moment où tu as décidé que j'étais remplaçable. Je n'ai jamais voulu dire ça. Tu l'as dit devant des témoins. C'est enregistré. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as enregistré cette conversation? Non, mais le système de sécurité de Christine l'a fait. Ryan a récupéré la vidéo de son stockage cloud. Nous avons la vidéo de toute la conversation. Elle s'est levée si vite que la chaise est tombée. C'est illégal. Tu ne peux pas utiliser ça. La Virginie est un État à consentement unique pour les enregistrements. Et c'était la maison de Christine. Son système de sécurité. Complètement légal. Ton avocat devrait le savoir aussi. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais maintenant. Peut-être que nous l'étions tous les deux. Je m'en vais, a-t-elle dit. Je vais au bureau de mon avocat. Quand je reviendrai, je veux que tu sois parti. C'est aussi ma maison. Pas pour longtemps. Elle est partie pour la deuxième fois en 12 heures. J'ai appelé Catherine. L'avocat de Jennifer va déposer une ordonnance de protection d'urgence, ai-je dit. Ou essayer de me faire expulser de la maison. Qu'est-ce que je fais? Ils peuvent essayer, mais d'après ce que vous m'avez dit, ils ne réussiront pas. Vous ne l'avez pas menacé. Vous n'avez pas été violent. Vous n'avez rien fait qui justifierait une expulsion. Restez calme. Documentez tout. Si elle appelle la police, coopérez pleinement et appelez-moi immédiatement. Ça dégénère vite. C'est ce qui arrive quand quelqu'un réalise qu'il est pris. Elle panique, fait des mouvements agressifs. Ne réagissez pas émotionnellement. Restez stratégique. Et la réunion de cet après-midi avec les autres maris? Soyez prudent sur ce à quoi vous vous engagez. Si vous prévoyez une action juridique coordonnée, je dois être impliqué. Ne prenez pas d'accords qui pourraient nuire à votre cas individuel. Compris. J'ai passé les heures suivantes à rassembler d'autres documents, dossiers financiers, titres de propriété, police d'assurance, tout ce que Catherine avait demandé. Vers 14 heures, Tom a envoyé un texto, lieu de réunion changé. L'avocat de Jennifer a contacté l'immeuble. Ils ne nous laisseront pas utiliser la salle de conférence. Réunion chez Murphy S à la place. Arrière-salle. Bien sûr, l'avocat de Jennifer s'en était mêlé. Ils coordonnaient leur défense tout comme les femmes avaient coordonné leur liaison. 12 hommes dans l'arrière-salle d'un bar à 16 heures un jeudi. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si dévastateur. Tom avait apporté des impressions, des extraits de la feuille de calcul pour chaque personne. Ryan avait un ordinateur portable connecté à un projecteur qu'il avait réussi à se procurer. La pièce ressemblait à une salle de guerre. Merci d'être venu, a dit Tom une fois que tout le monde était assis. Je sais que c'est difficile, mais nous devons nous coordonner. Nos femmes l'ont certainement fait. Il a fait le tour de la pièce. Présentation. David, dont la femme avait une liaison depuis plus d'1 an. Marcus, qui avait découvert que sa femme avait été avec plusieurs hommes. James, dont la femme avait en fait utilisé la feuille de calcul pour planifier des escapades de week-end qui coïncidaient avec ses voyages d'affaires. Chaque histoire était une variation sur le même thème. Confiance brisée, preuve découverte, famille détruite. Voici ce que nous savons, a dit Ryan, en affichant des documents sur le projecteur. 13 femmes, de multiples liaisons sur une période de 3 ans, coordination systématique, y compris des ressources partagées, des alibis et des conseils. Des documents existent, prouvant tout cela. Que voulons-nous qu'il se passe? A demandé David.
Est-ce qu'on partage juste des informations ou est-ce qu'on planifie quelque chose? Ça dépend, a dit Tom. Combien d'entre vous demandent la séparation ou le divorce? 10 mains se sont levées. Seuls 2 ne l'ont pas fait. Des hommes qui ont dit vouloir d'abord essayer la thérapie. Ça fait 10 familles légalement dissoutes à cause de ça, a poursuivi Tom. 10 procédures de divorce où ces preuves seront pertinentes. Si nous coordonnons nos stratégies juridiques, nous pourrions peut-être simplifier le processus. Comment? A demandé Marcus. Des experts témoins partagés, des témoignages coordonnés, des preuves consolidées. Si les 10 cas font référence à la même documentation, il est plus difficile pour leurs avocats de la contester. La force du nombre. Mon avocat n'aimera pas ça, a dit quelqu'un. Elle dira que c'est trop compliqué. Alors prends un autre avocat, a dit Tom sans embâche. Ou au moins consultant un qui comprend ce à quoi nous avons affaire. Ryan a affiché un nouveau document. J'ai rédigé une proposition. Nous formons un groupe de soutien informel, partageons les ressources juridiques, divisons le coût de tout expert témoin nécessaire, nous coordonnons sur les questions de garde d'enfants le cas échéant, et surtout, nous nous assurons qu'aucune de ces femmes ne peut prétendre avoir été ciblée injustement ou que les preuves contre elles ont été fabriquées. Et si on rendait ça public? A demandé James. Ma femme n'arrête pas de dire que je réagis de manière excessive, que ce n'est pas si grave. Si ça devenait public, les gens comprendraient exactement à quel point c'est grave. C'est l'option nucléaire, ai-je dit. Une fois que c'est public, on ne peut plus revenir en arrière. Nos enfants le verront. Nos familles, nos employeurs, tout le monde. C'est peut-être ce qui doit arriver, a dit David. Peut-être que les gens ont besoin de savoir que ce ne sont pas juste des liaisons individuelles. C'était organisé, systématique. Je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec ça, a dit l'un des gars qui essayait la thérapie. Mes enfants n'ont pas besoin de voir leur mère détruite publiquement. Elle s'est détruite en privé, a rétorqué Marcus. Nous le rendons juste honnête. La pièce a éclaté en dispute. La moitié voulait rendre ça public. La moitié voulait garder le silence. Tout le monde était en colère. Tout le monde était blessé. Arrêtez. La voix de Tom a tranché dans le bruit. Tout le monde, arrêtez. Ça n'aide pas. La pièce s'est calmée. Voici ce que je propose, a poursuivi Tom. Nous nous coordonnons légalement. Nous nous soutenons mutuellement. Nous partageons les informations, mais rendre ça public est un choix individuel. Si quelqu'un veut le faire, c'est sa décision. Si quelqu'un veut garder le silence, c'est aussi sa décision. Nous ne nous mettons pas la pression les uns les autres dans un sens ou dans l'autre. Des hochements de tête réticents dans la pièce. Pouvons-nous au moins nous mettre d'accord sur une chose, a demandé Ryan. Ces femmes se sont organisées pour s'entraider à tromper. Elles devraient faire face à des conséquences proportionnelles à ce qu'elles ont fait. Que ce soit par le système juridique, par des conséquences sociales, ou par leur propre conscience, elles doivent comprendre ce qu'elles ont fait. D'accord. Plusieurs voix ont dit simultanément. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue les détails, à mettre en place un lecteur partagé pour les preuves, à échanger les coordonnées des avocats, à planifier des points réguliers, à construire quelque chose qui ressemblait à une structure de soutien. Mon téléphone a vibré à mi-parcours. Catherine. Michael, l'avocat de Jennifer a déposé une requête d'urgence affirmant que vous harcelez sa cliente et que vous interférez avec son emploi. Il demande une ordonnance restrictive temporaire. Sur la base de quoi? Sur la base d'allégations selon lesquelles vous avez contacté son lieu de travail, ses amis, et que vous avez répandu de fausses informations sur elle. C'est tout probablement faux. Je sais, mais c'est une tactique dilatoire. Ils essaient de vous embourber dans les tribunaux, de vous faire passer pour l'agresseur. Nous allons nous battre, mais ça va coûter du temps et de l'argent. Fais-le. Batte-toi contre tout. J'ai raccroché et j'ai partagé la nouvelle avec la pièce. La même chose m'est arrivée, a dit David. L'avocat de ma femme a essayé de prétendre que je la harcelais. On l'a battue, mais ça m'a coûté $3000 en frais de justice. Ils se coordonnent, a dit Marcus. Les femmes, leurs avocats, ils utilisent le même manuel de jeu qu'ils ont utilisé pour les liaisons. Système et coordination. Alors nous devons être mieux coordonnés, ai-je dit.
Nous avons convenu de nous revoir dans une semaine, de comparer nos notes sur les procédures judiciaires, de partager ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, de construire une base de connaissances qui nous aiderait tous à naviguer plus efficacement dans le processus de séparation. Alors que la réunion se terminait, Ryan m'a pris à part. Christine a déménagé aujourd'hui, a pris la moitié des meubles, a vidé le compte joint, m'a laissé avec environ $300 et un paiement hypothécaire dû la semaine prochaine. C'est illégal. Je sais, mon avocat dépose une requête d'urgence, mais ça va prendre du temps. Pendant ce temps, je suis fauché et elle reste avec Jennifer aux frais de qui sait qui. Jennifer est fauchée aussi. Sa suspension signifie pas de salaire. Elle ne peut pas les soutenir toutes les deux. Quelqu'un les soutient. J'ai vu la voiture de Christine. Elle avait un nouveau nettoyage de détail. Professionnel. 2 cents minimum. Les autres femmes, a dit Tom, nous rejoignant. Elles contribuent probablement toutes, se soutenant mutuellement à travers les conséquences, tout comme elles se sont soutenues mutuellement à travers les liaisons. Nous devons savoir d'où vient l'argent, a dit Ryan. Si elles cachent des actifs, ça affecte les règlements. J'ai pensé aux factures d'avocat de Jennifer. La provision seule était probablement de $5 000. D'où tirait-elle cet argent? Demain, je vais à la banque, ai-je dit. Obtenir des relevés détaillés de chaque transaction des 6 derniers mois. Voir s'il y a un schéma. Bonne idée, a dit Tom. On devrait tous faire ça. Chercher des dépôts inexpliqués, des virements, tout ce qui est inhabituel. Nous avons échangé nos informations une dernière fois et sommes partis. Le bar se remplissait pour l'happy hour, des gens normaux ayant des soirées normales. Je suis rentré chez moi, me demandant si Jennifer serait là, me demandant si elle avait pris des meubles comme Christine, me demandant quel nouveau désastre m'attendait. La maison était sombre quand je suis arrivé, vide, mais rien ne manquait. Elle avait tout laissé sauf elle-même. Sur la table de la cuisine, il y avait une note de son écriture. Je reste chez Christine pour l'instant. Mon avocat dit que nous ne devrions pas communiquer directement. Si tu as besoin de me joindre, passe par son bureau. Je veux que tu saches que je suis désolé de t'avoir blessé. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, mais je ne peux pas revenir en arrière et tu ne peux pas pardonner. Alors, je suppose qu'on en a fini. Je rendrai les choses aussi faciles que possible si tu fais de même. S'il te plaît, ne fais pas traîner ça. S'il te plaît, ne détruis pas ce qui reste. Jennifer. Je l'ai lu 3 fois. Cherchant quelque chose. De l'émotion, du regret, de l'amour. Une indication que 12 ans signifiait plus qu'une cohabitation pratique. Il n'y avait rien, juste de la logistique et des requêtes. J'ai jeté la note et j'ai préparé le dîner. Des restes du début de la semaine. J'ai mangé seul à la table de la cuisine. J'ai lavé l'unique assiette. Je l'ai rangée. C'était ma vie maintenant. Singulière. Solitaire. La mienne. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Michael. C'est Amanda Thompson, la femme de Derek. Mon estomac s'est noué. Comment avez-vous eu mon numéro? Du téléphone de votre femme. Elle l'a laissé chez Christine. Le mari de Christine, Ryan, m'a donné accès à la sauvegarde. Pourquoi appelez-vous? Parce que je dois vous remercier. Ryan m'a tout dit sur la feuille de calcul, sur la planification, sur ce que Jennifer et Derek allaient faire. J'ai confronté Derek ce soir. Il a tout admis. A dit qu'il allait y mettre fin, mais ne l'avait pas encore fait. A dit qu'il était désolé. Je suis désolé que vous ayez dû le découvrir. Ne le soyez pas. Je suis heureuse de l'avoir découvert avant qu'il ne le fasse vraiment, avant qu'il ne détruise notre famille de manière permanente. Sa voix a vacillé. J'ai un bébé de 4 mois, Michael. 4 mois. Et il prévoyait de tout gâcher. Que allez-vous faire? J'ai demandé la séparation il y a 2 heures. Il est dans un hôtel. Je change les serrures demain et j'écris une critique de son club de sport expliquant exactement quel genre d'homme utilise les installations de fitness pour cibler les femmes mariées. Ce n'est peut-être pas légal. Je m'en fiche. Qu'il me poursuive en justice. Au moins, ce sera honnête. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant le téléphone,
pensant à Amanda Thompson et à son bébé de 4 mois. Une autre famille détruite par la feuille de calcul. Une autre conséquence se propageant comme des ondulations. C'était plus grand que je ne l'avais réalisé, et ça continuait de grandir. L'audience pour l'ordonnance restrictive était fixée à lundi. Catherine était convaincue que nous gagnerions, mais cela signifiait passer le week-end à préparer des témoignages. Samedi matin, Tom a appelé. Mais les infos, chaîne 7. J'ai trouvé la télécommande, j'ai mis la chaîne 7, les nouvelles locales. Un journaliste devant un club de sport. J'ai reconnu celui où Jennifer et Derek allaient tous les deux. Scandale impliquant plusieurs femmes mariées qui auraient coordonné leur liaison via les réseaux sociaux et des ressources partagées. Des sources proches de l'enquête disent qu'au moins 13 femmes sont impliquées, dont plusieurs qui travaillent dans des professions libérales dans la communauté. L'affaire a éclaté après que plusieurs maris ont découvert un document partagé qui détaillait les activités extra-conjugales de leurs femmes. Mon téléphone a explosé. Des textos de tout le monde. Tom, Ryan, David, Marcus, les autres maris. Ryan, qui a parlé à la presse? Tom, pas moi. David, Amanda Thompson, la femme de Derek. Elle a posté à ce sujet en ligne hier. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. J'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai trouvé le post d'Amanda. Il avait été partagé plus de 1000 fois. Mon mari prévoyait d'avoir une liaison. Ainsi que 12 autres hommes et femmes. Ils l'ont organisé, coordonné, traité comme un projet. Il ne s'agit pas d'une seule erreur. Il s'agit d'une tromperie systématique. Les gens ont besoin de savoir. Elle avait inclus des captures d'écran, pas la feuille de calcul complète, mais assez pour montrer la coordination, la planification, la nature organisée de la chose. Les commentaires affluaient, certains de soutien, certains critiques, certains disant qu'elle n'aurait pas du poster d'informations privées, d'autres disant que les femmes méritaient d'être exposées. Jennifer a appelé. J'ai répondu. C'est toi qui as fait ça? Sa voix était stridente. C'est toi qui as parlé à la presse? Non, Amanda Thompson a posté à ce sujet. Les nouvelles ont repris l'histoire. Elle n'en avait pas le droit. C'est privé. Plus rien n'est privé, Jennifer. C'est ce qui arrive quand 13 personnes connaissent un secret. Ça cesse d'être un secret. Ma photo est aux infos. Mon visage, mon nom. Tout le monde sait maintenant. Ouais, ils savent. Comment suis-je censé retourner au travail? Comment suis-je censé affronter les gens? Je ne sais pas. Peut-être de la même manière que je suis censé affronter les gens en sachant que tout le monde sait que ma femme prévoyait de me tromper. C'est différent. Comment? En quoi est-ce différent? Parce que c'est moi qui suis jugé. C'est moi que les gens insultent. Toi, tu es la victime. Tu as de la sympathie. Tu veux de la sympathie. Tu as aidé à organiser un réseau d'adultère, Jennifer. Tu as documenté des liaisons. Tu as traité les mariages comme des obstacles à contourner. Pourquoi exactement les gens devraient-ils sympathiser? J'ai fait des erreurs. Je suis humaine. Les erreurs, c'est oublier d'acheter du lait. Ça, c'était de la planification systématique. Elle a raccroché. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fini le travail de préparation pour Catherine. Lundi est arrivé trop vite. Le palais de justice était bondé de journalistes. Apparemment, l'histoire avait pris de l'ampleur. Les médias nationaux s'en emparaient. Le réseau d'adultère de banlieue est devenu un sujet tendance. Catherine m'a rejoint à l'entrée. Ça va être intense. Le juge va détester l'attention des médias. Reste calme. Réponds directement aux questions. Ne développe pas. Jennifer était déjà à l'intérieur avec son avocate, une femme vive dans un tailleur coûteux qui avait l'air de manger les avocats de la partie adverse au petit déjeuner. Elles étaient assises de l'autre côté de la salle d'audience. Jennifer ne voulait pas me regarder. La juge était une femme aux cheveux gris d'une 60aine d'années qui avait l'air fatiguée avant même le début de l'audience. C'est une audience sur une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive, a-t-elle dit. J'ai examiné les dossiers. Maître, présentez votre cas. L'avocate de Jennifer s'est levée. Votre honneur, ma cliente a été soumise à du harcèlement et à une humiliation publique par son mari dont elle est séparée. Il a contacté son lieu de travail, ses amis,
et a maintenant apparemment coordonné avec d'autres individus pour rendre publiques des questions conjugales privées. Cela a affecté l'emploi de ma cliente, sa santé mentale et sa sécurité. Sécurité ? A demandé la juge. Y a-t-il une menace de violence ? Violence émotionnelle, votre honneur. La destruction systématique de sa réputation et de ses moyens de subsistance. Catherine s'est levée. Votre honneur, mon client n'a fait absolument aucune déclaration publique à ce sujet. Il n'a pas contacté le lieu de travail de Madame Patterson au-delà d'une conversation avec son superviseur qui a été initiée par le superviseur. Il n'a pas harcelé ses amis. Il leur a posé une seule question dans sa propre maison. Et la nature publique de cette situation est entièrement due au comportement organisé documenté dans des preuves auxquelles de multiples parties avaient accès. Quelles preuves ? A demandé la juge. Catherine a présenté la feuille de calcul, les messages, la documentation de coordination. L'expression de la juge est passée de fatiguée à consternée. C'est pour ça que vous vous plaignez de harcèlement, a-t-elle demandé à l'avocate de Jennifer. Votre cliente a participé à la coordination de liaisons extra-conjugales et est contrariée que son mari l'ait découvert et ait partagé des informations avec d'autres parties affectées. La manière dont il l'a partagée était intentionnellement nuisible. La manière dont ces femmes se sont conduites était intentionnellement trompeuse, a interrompu la juge. Je ne vais pas émettre une ordonnance restrictive basée sur des sentiments blessés suite à l'exposition d'une inconduite conjugale coordonnée. Requête rejetée. Y a-t-il autre chose ? Nous aimerions demander que M. Patterson soit sommé de cesser toute communication avec des tiers à propos d'eux. Rejeté. Affaire suivante. Nous avons quitté la salle d'audience sous les flashs des appareils photo et les questions criées. Catherine m'a guidé vers une sortie latérale. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit une fois que nous étions dans sa voiture. Mais cette attention médiatique va compliquer les choses. Tout le monde va avoir une opinion sur votre séparation maintenant. Je veux juste que ce soit fini. Ce ne sera pas fini avant un moment, surtout pas maintenant que c'est public. Jennifer va se battre plus fort parce qu'elle est embarrassée. Son avocate va être agressive parce qu'elle attire l'attention. Ça va empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison. Au cours de la semaine suivante, l'histoire a grandi. Des articles de fond sur le mariage et la fidélité, des chroniques d'opinion sur la vie privée et la honte publique, des talk-shows débattant si les maris étaient des héros ou des méchants pour avoir exposé le réseau. Jennifer a donné une interview à un journaliste compatissant, a parlé de se sentir piégé dans un mariage sans amour, de chercher une connexion, d'être jugé injustement pour avoir fait des erreurs humaines. Je n'ai pas répondu publiquement. Catherine l'a déconseillé, mais j'ai regardé l'interview et j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Elle réécrivait l'histoire, se faisant passer pour la victime, affirmant que j'avais été émotionnellement indisponible, qu'elle avait cherché le soutien d'amis qui comprenaient, que la feuille de calcul n'était qu'un moyen d'organiser des événements sociaux et avait été mal interprétée. Tom a texté, elle ment à la télévision nationale. Ryan, on devrait répondre. Rétablir la vérité. David, ma femme fait la même chose, prétend que nous menons une chasse aux sorcières. Marcus, elles coordonnent leurs réponses médiatiques tout comme elles ont coordonné les liaisons. J'ai appelé Catherine. Peut-on publier les preuves réelles, les messages, la planification, tout ? Ça vous ferait passer pour quelqu'un de vindicatif. Pour l'instant, l'opinion publique est partagée. Vous êtes perçu soit comme justement en colère, soit comme cruellement punitif. Si vous publiez tout, vous ferez pencher la balance vers cruel, même si c'est la vérité. La vérité ne passe pas toujours bien au tribunal ou en public. Parfois, il faut laisser les gens croire des mensonges si les corriger nuit à votre cas. Ce n'est pas la justice. Non, c'est de la stratégie. Et la stratégie, c'est comme ça qu'on gagne. J'ai raccroché, frustré. La vérité était documentée, prouvable, claire. Mais la publier me ferait mal paraître. Alors, je suis resté silencieux pendant que Jennifer réécrivait notre mariage à la télévision. L'accord de séparation a pris 3 mois à négocier. 3 mois d'avocats se disputant sur les actifs, la propriété, et qui devait quoi à qui. Jennifer voulait la maison. Je voulais la maison. Aucun de nous ne pouvait se permettre de racheter la part de l'autre. Elle voulait la moitié de ma retraite. Je voulais une reddition de compte pour les économies communes qu'elle avait vidées. Elle voulait que je couvre ses frais de justice. Je voulais qu'elle reconnaisse ce qu'elle avait fait.
Nous n'arrivions à rien. Catherine a finalement suggéré la médiation. Un tiers neutre, moins cher que le tribunal, force les deux parties à faire des compromis. Le médiateur était un homme à la voix douce nommé Harrison, spécialisé dans les séparations très conflictuelles. Il nous a d'abord rencontrés séparément. « Que voulez-vous de tout ça ?» m'a-t-il demandé. « Je veux qu'elle admette ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle reconnaisse qu'elle a brisé notre mariage. Je veux qu'elle fasse face à de réelles conséquences au lieu de réécrire l'histoire. Voulez-vous rester mariés ?» Ça m'a arrêté. Non, je ne pense pas. Alors, que vous apporte son aveu? Que permettent les conséquences? La justice. La justice n'est pas une division des actifs. Ce n'est pas un règlement. C'est une satisfaction émotionnelle. Et la satisfaction émotionnelle ne paie pas les factures ni ne fait avancer votre vie. Alors, je devrais juste la laisser s'en tirer. Je vous suggère de décider ce qui compte vraiment. Vous pouvez vous battre pour la justification et passer une autre année au tribunal, ou vous pouvez vous battre pour votre avenir financier et continuer votre vie. J'y ai longtemps réfléchi. Quand nous avons rencontré Jennifer et son avocat, Harrison a présenté une proposition. Vous partagez les bénéfices de la maison à 50-50e après sa vente. Vous gardez chacun vos propres comptes de retraite. Vous payez chacun vos propres frais de justice. Vous acceptez de ne pas vous dénigrer publiquement. Une rupture nette et définitive. Ce n'est pas juste, a dit Jennifer. J'ai mis des années dans cette maison. Lui aussi, a dit Harrison. Vous avez tous les deux contribué de manière égale au mariage. Les actifs se partagent équitablement. Et le fait qu'il ait détruit ma carrière? Vous avez détruit votre carrière lorsque vous avez documenté une liaison sur la propriété de votre employeur. Monsieur Patterson ne vous a pas forcé à le faire. Son avocat est intervenu. Ma cliente mérite une compensation pour la détresse émotionnelle. Votre cliente a participé à une infidélité organisée. J'ai vu les preuves. N'importe quel juge verra les mêmes preuves. Ce règlement est plus que juste compte tenu des circonstances. Nous avons argumenté pendant encore 2 heures. Finalement, Jennifer a accepté. Probablement parce que son avocat lui a dit qu'elle n'obtiendrait pas de meilleures conditions au tribunal. Nous avons signé les papiers. Harrison les a déposés au tribunal. Juste comme ça. 12 ans réduits à des signatures sur des documents juridiques. Ce sera définitif dans environ 6 semaines, a dit Catherine par la suite, en supposant que personne ne s'y oppose. S'opposera-t-elle? Probablement pas. Elle a obtenu un accord équitable, meilleur que ce qu'elle aurait obtenu si nous étions allés en procès avec ses preuves. 6 semaines, puis je serai officiellement célibataire. Officiellement fini. Je suis rentré à la maison vide, j'ai commencé à faire mes cartons, j'ai pris des dispositions pour déménager dans un appartement de l'autre côté de la ville. Plus petit, moins cher, mais le mien. Tom a appelé ce soir-là. Mélissa et moi avons finalisé aujourd'hui aussi. Elle garde la maison. J'ai les enfants la plupart des week-ends. Comment les enfants le vivent-ils? Mieux que prévu. Pire que ce que j'espérais. Ils savent que quelque chose s'est passé, mais pas les détails. Mélissa veut que ça reste comme ça. Probablement pour le mieux. Ouais. Ryan finalise la semaine prochaine. David la semaine d'après. On passe tous à autre chose. Et les autres? Résultat mitigé. 2 couples essaient la thérapie. 5 se séparent. Un a décidé de rester ensemble, mais la femme a quand même déménagé chez sa sœur. C'est le désordre partout. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Comparé nos notes sur les règlements, partager des conseils pour aller de l'avant, construit une amitié à partir d'un traumatisme partagé. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon salon. Des cartons partout. Des meubles que j'avais choisis avec Jennifer, maintenant destinés au stockage ou à la donation. Des photos de nous ensemble déjà emballées. 12 ans, 3 mois, 16 jours. 5 minutes pour remplacer. Elle s'était trompée là-dessus. Ça avait pris beaucoup plus de temps, c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux. Mais nous étions remplacés maintenant, tous les deux avançant séparément vers ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Christine.
Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais dire que je suis désolé d'avoir encouragé Jennifer, d'avoir fait partie du problème. J'avais tort. J'espère que tu pourras aller de l'avant et trouver le bonheur. Tu mérites mieux que ce que nous t'avons donné. J'ai regardé le message, des excuses. Enfin. Je n'ai pas répondu. Que aurais-je dit? Merci d'avoir ruiné mon mariage, mais au moins tu te sens mal. J'ai supprimé le message et j'ai continué à faire mes cartons. Les 6 semaines suivantes sont passées dans un flou de logistique. Vendre des meubles, changer d'adresse, fermer les comptes joints, diviser l'histoire partagée d'une relation qui n'existait plus. Jennifer a envoyé un texto une fois, j'ai trouvé ton souhait d'université. Le veux-tu? J'ai dit, oui. Elle l'a laissé sur le porche. Nous ne nous sommes pas vus. La maison s'est vendue rapidement. Bon quartier, bonnes écoles, jeune couple avec un bébé. Ils étaient excités par l'espace, le potentiel. Je ne leur ai pas dit ce qui s'y était passé. Laissez-les avoir leur espoir non contaminé par mon histoire. La clôture de la vente était bizarre. Jennifer et moi étions assis de part et d'autre d'une table de conférence, signant des papiers l'un à côté de l'autre, mais sans nous regarder. L'agent immobilier maintenait un bavardage joyeux sur le marché. L'avocat vérifiait chaque signature. Puis c'était fait. La maison qui avait été la nôtre appartenait à quelqu'un d'autre. Le chapitre était clos. Catherine a appelé le lendemain. La séparation est définitive. Vous êtes officiellement divorcés. C'était rapide. Personne ne s'est opposé. C'est fini. Fini. Un mot si simple pour quelque chose de si compliqué. J'ai emménagé dans l'appartement, déballé les cartons, arrangé les meubles dans un espace qui n'était qu'à moi. Pas de compromis, pas de négociation, juste mes choix. C'était vide et libre à la fois. 3 mois après la finalisation de la séparation, le groupe de Marie s'est réuni une dernière fois. Tom l'avait organisé, l'avait appelé clôture. Nous nous sommes retrouvés chez Murphy S. Ça semblait approprié. 12 hommes qui avaient commencé comme des étrangers, unis par la trahison. Comment ça va, tout le monde, a demandé Tom une fois que nous étions tous arrivés. Les réponses variaient. Certains sortaient de nouveau avec des gens. Certains se concentraient sur leurs enfants. Certains étaient encore en train de digérer. Nous étions tous changés. Je voulais qu'on se réunisse une dernière fois, a dit Tom, parce que je pense qu'on doit reconnaître ce qu'on a fait. On a exposé quelque chose qui a blessé beaucoup de gens. Nos femmes, leurs amis, nous-mêmes, nos familles. Est-ce que ça en valait la peine? Silence autour de la table. Je pense que oui, a finalement dit David. Je ne pouvais pas continuer à vivre un mensonge. Mes enfants ne pouvaient pas continuer à grandir dans un foyer bâti sur la tromperie. Ça a fait mal, mais c'était nécessaire. Mes enfants me détestent en ce moment, a dit Marcus. Ils pensent que j'ai détruit leur famille pour rien. Leur mère leur a dit que j'avais réagi de manière excessive, que ce n'était pas si grave. Ils la croient. Ils comprendront un jour, a dit Ryan. Quand ils seront plus âgés, quand ils feront face à leurs propres relations, ils comprendront pourquoi tu ne pouvais pas accepter d'être traité de cette façon. Peut-être, a dit Marcus. Ou peut-être qu'ils se souviendront juste que papa a fait exploser leur enfance. Et toi, m'a demandé Tom. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai pensé au visage de Jennifer dans cette salle d'audience, à sa voix à la télévision réécrivant notre histoire. L'appartement vide, les nuits seules. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Certains jours, je pense que j'aurais juste dû partir discrètement, demander la séparation, la laisser sauver la face. D'autres jours, je me souviens de cette feuille de calcul et je sais que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'étais resté silencieux. C'est juste, a dit Tom. J'hésite aussi. Mais voilà ce que je sais. Nous avons fait nos choix. Nous avons vécu avec les conséquences. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Ça compte pour quelque chose. Nous avons levé nos verres à la survie, à la vérité, au fait d'aller de l'avant. Il y a encore une chose, a dit Ryan. Je pense à créer un groupe de soutien pour les hommes qui traversent une séparation ou qui sont ciblés dans leur relation. En ligne, anonyme, un endroit où les mecs peuvent parler de ces choses sans jugement. C'est une bonne idée, a dit David.
J'aurais eu besoin de quelque chose comme ça. On en aurait tous eu besoin, a ajouté Tom. Ils ont parlé de logistique. J'ai écouté, j'ai pensé à la façon dont le traumatisme crée des liens, comment la douleur partagée construit une communauté. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jennifer. J'ai entendu que tu avais déménagé. J'espère que tu vas bien. Malgré tout, je n'ai jamais voulu que tu souffres autant. Je suis désolé pour ma part là-dedans. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pas pour moi, pour toi. S'accrocher à la colère ne fait que vous rendre amer. Porte-toi bien, Michael. J'ai montré le message à Tom. Tu vas répondre, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut le faire. Une autre partie pense que répondre ne fait que rouvrir de vieilles blessures. Alors ne décide pas ce soir. Laisse décanter. Vois comment tu te sens dans une semaine, un mois, un an. Finalement, tu sauras. Bon conseil. J'ai rangé le téléphone et j'ai rejoint la conversation. La soirée s'est terminée. Nous avons échangé nos coordonnées finales, promis de rester en contact. Nous le pensions probablement, même si la vie a une façon de séparer les gens même quand ils ont l'intention de rester connectés. Je suis rentré à mon appartement, j'ai mis de la musique, j'ai préparé le dîner, j'ai mangé seul, mais pas solitaire. Il y a une différence. Mon téléphone a de nouveau vibré. Pas Jennifer cette fois. Tom. Merci d'avoir fait partie de ça. D'avoir tenu bon quand c'était difficile. D'être resté honnête quand mentir aurait été plus facile. Tu es un homme bien. Et Michael, ne l'oublie pas. J'ai souri, j'ai tapé en retour, toi aussi. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis assis sur mon canapé dans mon appartement, mon espace, ma vie. L'histoire n'avait pas de fin nette, pas de réconciliation dramatique, pas de vengeance satisfaisante, juste des choix et des conséquences, et le lent travail de reconstruction. Jennifer avait dit que me remplacer prendrait 5 minutes. Elle s'était trompée. On ne peut pas remplacer 12 ans. On peut seulement y mettre fin et commencer quelque chose de nouveau. Je commençais quelque chose de nouveau. Je cherchais encore à quoi cela ressemblait. Je digérais encore ce qui s'était passé. Je décidais encore qui je voulais être maintenant que je n'étais plus la moitié d'un couple. Mais je le faisais. J'avançais. Un jour, un choix, un pas. Ça devait être suffisant, car c'était tout ce que chacun de nous avait. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient. La circulation bourdonnait. La vie continuait. Le monde continuait de tourner, sans se soucier des tragédies ou des triomphes individuels. Je faisais partie de ce monde maintenant, d'une manière différente. Singulier à nouveau, séparé, mais pas seul. Les hommes du groupe, Catherine, les amis qui étaient restés, la famille qui m'avait soutenu, ils faisaient tous partie de ma nouvelle constellation. Jennifer allait aussi passer à autre chose. Trouver quelqu'un de nouveau ou rester célibataire. Reconstruire sa carrière ou tout recommencer. Écrire son propre prochain chapitre. Nous ne faisions plus partie des histoires de l'un et de l'autre. Juste des notes de bas de page, un contexte, une histoire. C'était bien comme ça. C'est ainsi que fonctionnent les fins. Pas avec des explosions ou de grands gestes, juste avec de la distance, du temps et une acceptation finale. J'ai fini mon dîner, j'ai lavé mon unique assiette, je l'ai rangée dans le placard que j'avais arrangé, exactement comme je le voulais. Puis je me suis assis et j'ai commencé à planifier le lendemain. Parce que c'est ce qu'on fait quand une histoire se termine.